moissons au long des âges, nous allons revivre la saison des airs avec une journée de foulage faite le 10 juillet 1989, comme il était d'usage jusque vers les années de 1950. Le foulage. Juillet, au souvenir de l'ère poussiéreuse, où le blé crépitait sous le pied des chevaux, nous revivons le temps d'une jeunesse heureuse, car à nos yeux d'enfants, tout paraissait plus beau. À la Madeleine, on foule sans peine, disaient les anciens. Au plus loin de mes souvenirs, lorsqu'arrivait le 14 juillet, mon père disait « Il va falloir racler l'air ». Et ce n'était pas petite affaire, car il fallait débarrasser tout ce qui s'était accumulé au long de l'hiver, bois et des blés de toutes sortes. Alors, avec la houe, les sades, affûtés au tiers-point, l'on devait racler l'air au long de la journée, sous un soleil brûlant. Il fallait racler au ras du sol, et sans creuser, pour laisser l'air lisse et plane comme un billard. Les airs étant le plus souvent faites sur l'argile, il ne fallait pas, en coupant l'herbe, enlever de la terre. Cette première opération terminée, venait le roulage, et, faute d'une pluie bienfaisante, l'air était arrosé avec l'eau de la citerne ou avec des seaux d'eau puisés dans le cuvier de la lessive. Le roulage se faisait ensuite avec le rouleau de pierre pour faire le battu, et l'on ne devait plus y passer jusqu'au premier jour du foulage. Dans le déroulement des préparatifs, il y avait le rite des balais d'air. Un matin, au petit jour, l'on allait dans la montagne, de l'autre côté de la Nesque, chercher un fagot d'amélanchier qui, pour les balais, était meilleur que le genêt d'Espagne. Ces balais étaient confectionnés avec soin et refaits chaque année, car, d'après le proverbe, balai neuf fait belle maison. Serré avec une courroie, lié avec du fil de fer, le balai prenait forme. Quand on l'avait bien en main, il était retaillé au sécateur pour enlever les brindilles inutiles. Une fois terminé, les balais étaient mis à tremper dans un cuvier et placés dans un endroit à l'ombre pour éviter qu'ils ne se dessèchent. Le battage au fléau, outil fait de 2 pièces de bois reliées par une courroie, se faisait encore au début du siècle pour garder la paille longue, que l'on utilisait ensuite pour couvrir les ruches d'abeilles, faire des toits de chaume, entourer la sagne, le sparganier servant à rempailler les chaises, ou faire des corbeilles liées avec des écorces de ronces. Le battage au fléau se faisait, selon l'importance de la moisson, soit à un seul, soit à 2, soit à 3, ou à 4. Et il y avait un savoir-faire pour manier le fléau en cadence et ne pas le croiser avec ceux des autres batteurs. Mais
Dans notre terroir comtadin, le foulage se faisait avec les rouleaux de pierre et les chevaux. Les gerbes étant étendues sur l'air, mais couchées et non plus debout, comme au temps des anciens. Les rouleaux de pierre furent adoptés dans les Bouches-du-Rhône en 1852, dit Fernand Benoît dans son livre sur les traditions comtadines et provençales. En Vaucluse, l'on foulait avec les chevaux à Gordes, à Pernes, Montmarron et Sceaux. Alors qu'à Bolène et Valréas, on utilisait encore le fléau. Et c'est, dit-on, vers la fin du siècle dernier, que les rouleaux de pierre arrivèrent à Carpentras. Par contre, nous n'avons jamais vu employer ici le tourniquet, comme cela se faisait à Murs, à Roussillon, à Saint-Saturnin-d'Apt. Cet appareil en fer se montait sur une perche de bois placée au milieu de l'air, et l'on y fixait le bout de la guide qui était d'autre part attachée à la bride du cheval. La guide se raccourcissait ainsi à chaque tour, et en retournant l'appareil, elle se déroulait à nouveau. Ceci dit, un soir, au crépuscule, l'on partait avec la charrette, chercher un voyage de gerbes à un champ éloigné pour la première journée de foulage. Le voyage était déchargé au milieu de l'air et, à la pointe du jour, on repartait chercher encore 2 gerbiers à un champ proche. Au retour, le voyage était déchargé en partie à droite, en partie à gauche de la charrette, pour, selon le terme, planter les raies, planta les rows. Planter, c'était la façon de placer les gerbes sur l'air en faisant le rond. On commençait d'un côté et, rangée par rangée, les gerbes étaient étendues, alignées et serrées les unes contre les autres. En faisant attention de placer les nœuds des liens au-dessus, puis, avec la poudadure, la putatoria latine, dont la forme n'a pas changé depuis les Grecs et les Romains, on coupait les liens de paille qui étaient jetés sur les gerbes. Les liens de sisal, employés avec les lieuses, étaient coupés près du nœud et soigneusement rassemblés, car ils étaient vendus ensuite et servaient à attacher les vignes sur les espaliers ou à lier les sacs de grès. Les raies étaient prêtes et allaient se chauffer au soleil pendant que l'on allait déjeuner, car il en était l'heure. Les œufs à la poêle, frits sur un feu de rameaux d'olivier, dont les feuilles avaient été rongées par les chèvres et les lapins au cours de l'hiver, les fromages de chèvre, les saucissons de porc, les olives amères, avaient remplacé les anchois et les oignons de nos aïeux. Vers 9 heures, l'on mettait dessus, c'est-à-dire que les chevaux ou les mulets, attelés au rouleau de pierre, commençaient à tourner sur l'air. Après 1 heure de manège, venait le moment d'arracher ou de retourner, ce qui consistait à retourner les gerbes avec les fourches de bois pour les fouler de l'autre côté. Après encore 1 heure de manège, on levait, c'est-à-dire que l'on dételait les bêtes qui rentraient à l'écurie. Après quoi, on embrouillait, embouilla en provençal, soit secouait les gerbes en les tournant
pour que la paille soit embrouillée. De cette façon, la paille restait soulevée et continuait de se griller au soleil pendant que l'on allait manger et faire la sieste. Ainsi, elle s'écraserait mieux l'après-midi. Chaque fois que la paille était retournée, le maître d'air passait un coup de râteau à dépailler pour amener les brins de paille éparpillés. Un coup de balai était passé ensuite tout autour de l'air pour assembler les grains de blé dispersés et ceux que les fourmis avaient entassés autour de leur fourmilière pour leurs provisions d'hiver. Vers les 2h30, à peine réveillés, éblouis par les rayons de soleil, on remettait dessus. Et de nouveau, les bêtes tournaient sur la paille crissante sous les rouleaux de pierre. Pour que le rouleau ne passe pas toujours au même endroit, il fallait avancer d'un pas à chaque tour. Aussi, en coupant le rond, le rouleau passait toujours à un moment sur le bord de l'air et la paille était foulée partout de la même façon. Dans l'après-midi, la paille était retournée 2 ou 3 fois avant de dételer. Puis l'on allait goûter avec une salade de tomates à la vinaigrette. Pendant ce temps, les enfants faisaient de nombreuses cabrioles sur ce tapis souple et chaud, et c'était une fête pour eux de se rouler ou de faire des rondes sur la paille. Venait alors le moment de lever les raies, en enlevant la paille à l'aide des fourches de bois. En la secouant pour faire tomber le grain, et pour l'amener ainsi près de la meule de paille, le paillier. Elle passait donc rang par rang d'un côté de l'air à l'autre, et ces rangées consécutives étaient dénommées des bancs. Pour enlever la paille qui avait échappé aux fourches, on passait le râteau d'air avant de racler le grain mêlé à la balle ou poussier. Quand par hasard ce râteau perdait une dent, on la remplaçait de suite par une tige d'osier ou de cornouiller sanguinelle, que l'on appelle le sanguin. Le grain mêlé à la balle, le pautras, était poussé vers le tas à l'aide des pousse-blés, appelés aussi planches d'air. Ils étaient faits en clouant une planche sur une fourche qui avait perdu une corne ou qui était trop usée pour amasser la paille. Le tas de grains au bord de l'air grossissait de jour en jour. Lorsque la couche sur l'air était trop épaisse et déversée par-dessus les planches, elle était ramassée avec le râteau à bras, lequel servait également pour atteler les éteules et les prés. Mais la journée n'était pas encore terminée. Il fallait envoyer la paille sur le paillier. Ce travail se faisait à l'aide d'une fourche plus longue et plus large que les fourches à dépailler et qui était appelée la galate. Si, par hasard, un soir, le ciel était chargé, si l'on sentait venir l'orage, ou si le soleil se couchait dans un rempart de nuages, un jeudi, ce qui annonce la pluie, on balayait l'air, afin que les grains restés au sol ne se mouillent pas, car ils auraient risqué de germer. Et pour finir la journée, l'on allait chercher un voyage de gerbe, toujours à une terre éloignée, pour l'héros du lendemain.
Les matins où le ciel était trop couvert, ou si un jour le soleil se levait rouge, on ne préparait pas l'air de crainte de fer fougasse. Fer fougasse, cela voulait dire que si la paille à demi foulée se mouillait, il fallait plusieurs jours après pour la faire sécher. La dernière journée, lorsque le blé, l'avoine, l'orge étaient terminés, était réservée au foulage de l'épeautre. Car toutes les années, l'on ensemençait en épeautre une parcelle de terre rocailleuse. L'épeautre, variété de blé vêtu, se contente de terres pauvres et d'un rendement faible. Il doit rester près d'un an en terre, du fait que semé vers la fin septembre, il n'est en général moissonné qu'au mois d'août. Appelé blé des Gaulois ou blé des pauvres, il n'est pratiquement pas connu au-delà de la Haute-Provence, mais cependant, en période de restriction, l'épeautre était considéré comme une denrée recherchée et requise. Il renaît depuis peu sur le plateau de Sceaux, où il est appelé à donner un nouvel essor à ce terroir, au climat rigoureux. Et dans cette région, visitée par les touristes, vacanciers ou estivants, à la recherche d'air pur, l'on peut voir les champs d'épeautre dorés par le soleil, voisinés avec les champs de lavande bleutées et odorantes. Le Conseil général de Vaucluse, soucieux de maintenir la vie et l'économie de ce pays, a créé une société d'intérêt collectif agricole, céréales avant tout, et a équipé la région d'une usine de conception moderne qui, si elle surprend un peu dans ce paysage sauvage et naturel, peut traiter, grâce à une main-d'œuvre qualifiée et performante, jusqu'à 20 000 kilos de grains par jour. Stocké après la récolte dans des silos géants, l'épeautre est dirigé automatiquement par l'intermédiaire de trémies vers les machines qui vont le décortiquer, le nettoyer, le ventiler, pour être conditionné en définitive sous le nom de petit épeautre de Sceaux. Ainsi l'épeautre, céréale rustique, que l'on ne trouvait autrefois que sur les tables campagnardes, est servie maintenant sur les tables des restaurants gastronomiques les plus renommés. Ainsi va la vie.